Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être mon premier point lecture de l'année. Donc je vous retrouve pour vous parler de ces 4 livres plus un qui est que j'ai écouté en livre audio, donc qui n'est pas là. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. C'est un livre que je voulais découvrir parce que Sharon Cameron est l'autrice d'un livre que j'avais adoré qui s'appelle Projet Bluebird. Donc je me suis dit autant voir ce que ça peut donner dans un tout autre genre. Donc ici on va être dans une dystopie où tous les 12 ans les habitants de Canaan subissent l'oubli, c'est-à-dire une perte de mémoire collective, sauf notre héroïne qui s'appelle Nadia et qui réussit à se rappeler de son identité, de ses parents, de ce qui s'est passé dans sa vie. Et donc pour contrer cet oubli, les gens doivent consigner dans un livre qu'ils gardent toujours sur eux leur vie. Donc tous les soirs, ils doivent écrire ce qu'ils ont fait dans la journée. Canaan, c'est une ville fortifiée, entourée de murs dont personne ne peut sortir parce qu'au-delà, il y a des choses dont on ne doit pas connaître l'existence, qui sont plutôt mauvaises pour les gens. On ne sait pas exactement de quoi ils retournent, mais notre Nadia, elle est assez intrépide et ça arrive souvent qu'elle fasse le mur, qu'elle passe par-dessus et qu'elle aille voir ce qui s'y passe. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Pour l'instant en tout cas, à chaque fois qu'elle y allait, elle a plutôt regardé les étoiles, elle a regardé ce monde paisible qui était sous ses yeux, mais elle n'a pas rencontré de méchantes bêtes ou de méchants personnages qui seraient venus lui faire du mal. Mais il y a potentiellement quelque chose qui se cache là-bas et dont personne ne doit connaître l'existence, vous vous en doutez. Il va y avoir évidemment aussi une histoire d'amour entre Nadia et un jeune garçon qui est souffleur de verre et avec lequel du coup elle va faire les 400 coups, elle va partir du coup, vous vous en doutez, de Canaan, elle va découvrir ce qui se cache derrière le mur et c'est ma foi une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Alors ça n'a pas été un coup de cœur mais ça a été une très bonne lecture. Parce que en fait on garde ce mystère tout le long de l'intrigue, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi est-ce que les gens perdent la mémoire comme ça et donc on découvre les choses quand même assez loin dans le roman, ce qui fait qu'on garde ce suspense assez longtemps. Les personnages sont très sympathiques à suivre, la romance je trouve prend le temps de se développer, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Les deux ont dès le début en fait une certaine attirance, mais ça commence par une forte amitié on va dire qui découle au fur et à mesure sur une romance. Donc du point de vue de l'histoire d'amour j'ai été aussi conquise, les personnages sont intéressants à suivre et l'explication est aussi intéressante et on ne s'attend pas forcément à ça. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je n'ai pas été super à fond dans l'histoire. Je sais pas si c'est dans la plume de l'autrice, dans l'histoire en elle-même ou quoi, mais j'ai eu quand même un petit peu de mal à vraiment être dedans tout le temps. Et je sais pas, j'ai été moins proche peut-être des personnages, de l'intrigue que dans Projet Bluebird et peut-être que j'en attendais aussi beaucoup puisque j'avais complètement adoré Projet Bluebird, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année 2023 si je me trompe pas. Donc j'en attendais beaucoup et en fait peut-être aussi que les dystopies on en a vu et revu et que voilà, celle-ci ne sort peut-être pas forcément du lot, mais j'ai trouvé que l'explication était intéressante, qu'elle était percutante, que c'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Donc voilà, j'ai été plutôt conquise par ce roman-là. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée que le livre renferme la connaissance, qu'elle renferme le savoir, l'identité de quelqu'un. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a parlé et je pense que pour tous les gens qui aiment les livres, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit vous parler. Donc voilà, ma foi, un bon livre que je vous recommande. Ensuite, un livre totalement, assez difficile à lire, c'est Le Médaillon d'Orient de Chris Comte, donc le youtubeur de la chaîne Poisson Fécond, aux éditions First. Je vais pas trop m'attarder sur ce roman en fait. C'est un livre que j'ai eu à Noël de mon copain qui pensait me faire une super surprise en m'offrant ce livre parce qu'il a la particularité de pouvoir être lu en même temps qu'écouté avec une bande son. Et donc voilà, tout au long du roman on a des petits numéros et donc il faut télécharger une application pour pouvoir écouter la bande son qui est associée au livre.
C'est un roman qui, premièrement, est un roman très jeunesse. On le voit déjà parce qu'il y a énormément d'illustrations dedans. Et bon, je ne suis pas contre les romans jeunesse, j'en lis et d'ailleurs je vais vous en présenter un juste après. Mais quand c'est bien écrit, ça passe. Quand c'est mal écrit, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Chris Conte, c'est peut-être un très bon youtubeur qui est très divertissant, qui est aussi en même temps qui peut apporter des connaissances et tout ça, mais pour moi voilà, c'est pas du tout un écrivain. Ce roman, ça a été un peu une torture, je dois l'avouer, et je ne l'ai pas fini. En fait, je l'ai fini, mais j'ai sauté des pages, j'ai vraiment regardé en diagonale et lu les passages qui pouvaient potentiellement apporter quelque chose à l'intrigue. En fait, il y a énormément de répétitions. Beaucoup de choses qui ne sont pas pertinentes pour le livre. C'est un gros pavé, hein. Il fait combien? Il fait 470 pages, presque 500 pages, et pourtant il y a énormément de choses qu'on aurait pu enlever. De quoi ça parle? C'est Ariane, une jeune fille qui a 17 ans, qui, on nous dit, est tout à fait ordinaire, sauf que déjà elle habite dans une niche pour chiens, donc en quoi c'est ordinaire, je ne sais pas. En fait, elle va participer à une sorte de concours pour devenir, pour faire une sorte d'expérience. Et donc si jamais elle est prise pour ce concours, voilà, elle aura la chance de travailler avec le grand kaléidotubeur, pardon, qui est Orion. Voilà, donc Orion, il est suivi par des milliers, des millions de personnes, et donc elle, c'est aussi une grande fan. Elle va recevoir du coup le fameux médaillon d'Orion et découvrir du coup qu'elle a potentiellement des pouvoirs spectaculaires. Voilà, c'est ça le résumé. Alors ok, ça peut faire cool sur le papier, mais quand on nous répète 10 fois qu'elle rentre chez elle, qu'elle va dans sa niche, qu'elle allume ses petites lumières, qu'elle mange sa pâtée pour chien et qu'elle va se coucher, bon, il y a un moment, on a compris, il y a des passages comme ça qu'on peut occulter, hein, qu'on n'a pas besoin de lire. Déjà, les lire une fois, ça va, mais les lire 10 fois, il y a un moment, ça suffit. Pareil pour son copain qui s'appelle Edgar, lunettes écailles de tortue, on l'a vu aussi 50 fois, ça suffit, on a compris. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui font que la lecture est extrêmement lourde. Il n'y a pas du tout de style particulier, c'est... Même pour les plus jeunes, je pense que c'est pas une lecture intéressante parce que vraiment c'est très pauvre, littérairement parlant, je sais pas comment dire. Et j'ai été assez surprise de voir que quand on regarde sur Babelio, quand on regarde sur Goodreads, enfin bref, sur des sites pour lire les avis, il y a beaucoup de gens qui ont mis vraiment 5 étoiles. Qui ont dit que c'était extraordinaire, que voilà, les personnages étaient hauts en couleur, que il y avait beaucoup de suspense, etc. Tout en disant du coup qu'ils étaient fans de Chris Conte. Bon, ma foi du coup, est-ce que les gens sont vraiment très objectifs par rapport à ses écrits, à son roman? Je ne suis pas sûre. Et je l'ai lu avec mon copain, et mon copain qui lui... lit très peu, en fait voilà, il n'a pas voulu savoir non plus ce qui se passait, voilà, et pour lui aussi c'était de la torture, donc voilà, c'est pas que j'ai des attentes très élevées, c'est que je pense que le livre en lui-même n'est pas bon. Voilà, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Livre suivant qui est aussi un livre jeunesse que je trouve voilà, qui est à destination peut-être des 12-14 ans, mais cette fois-ci vraiment avec une plume vraiment exceptionnelle, c'est Alma de Timothée de Fontbelle. Donc c'est Le vent se lève, le premier tome chez Gallimard Jeunesse, que j'ai lu aussi avec mon copain, et pour le coup là il a bien aimé. Donc Alma, c'est l'histoire de Alma qui vit dans une vallée complètement à l'écart du monde, à l'écart de l'humanité. Une vallée absolument magnifique avec des animaux, une flore endémique, enfin bref, tout est parfait. Elle vit avec sa petite famille dans une maison qu'ils ont construite. Donc elle vit avec sa maman, son papa, son petit frère et son grand frère. Juste pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais essayer de me rappeler du nom des enfants. Donc Alma, c'est le personnage principal. Et puis on a Lame qui est son petit frère du coup, et le grand dont je ne me souviens plus mais qui a moins d'importance, donc peu importe. Donc on a Alma qui va partir se balader comme d'habitude avec son petit frère Lame. Les deux sont super
contents de vivre cette belle vie où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour où l'âme disparaît et donc Alma, qui devait veiller sur lui, va se lancer à sa recherche. À côté de ça, on va suivre d'autres points de vue, notamment celui de son père qui va aussi se lancer à la recherche de l'âme, d'un jeune matelot qui va se retrouver embarqué sur un navire négrier, d'une équipe qui s'occupe de récupérer des gens pour aller les donner, les vendre en esclavage. On est à la fin du XVIIIe siècle et les navires négriers, la traite des esclaves est encore présente. Alma ne sait pas ça, Alma se lance dans une grande aventure, elle va rencontrer des personnes sur son chemin plus ou moins bienveillantes. On voit la vie sur le navire, on rencontre les différents personnages, que ce soit le cuisinier, les autres matelots, le médecin, également le capitaine du bateau. Et tout ce petit monde va s'entrecroiser, va discuter de leurs différentes vies d'avant ou pas, ou voilà, on va en fait découvrir plein de vies différentes. On voit vraiment les inégalités, que ce soit au sein de l'équipe du navire, entre les pauvres matelots qui vivent dans la soute, qui ont 3 fois rien à manger, le capitaine qui lui s'en met plein la panse et qui récolte tout l'argent qui lui revient de la traite du coup des nègres. Je m'étais attendue plutôt à voir une grosse partie du roman qui se déroule du coup à bord de ce bateau avec les noirs qui sont dans les cales et qui subissent la traversée un peu comme ils peuvent, qui survivent comme ils peuvent. Et en fait ça n'a pas du tout été le cas, c'est vraiment un roman beaucoup plus d'aventure, de quête, de voilà, la chasse au trésor typiquement, ou la recherche du petit frère. C'est typiquement des choses qui sont vraiment, je trouve, qui fonctionnent très très bien dans des romans jeunesse, et il y a une très bonne dynamique et il y a aussi beaucoup de réflexion, donc je trouve que c'est très intéressant. Et vraiment quand on comprend ce qui se passe, enfin en tant qu'adulte on sait ce qui se passe, on sait à quoi s'attendre, mais pour les plus jeunes je pense qu'ils peuvent lire ce roman, qui n'ont pas conscience de tout ça, ils le découvrent vraiment, on va dire, au dernier quart du roman, et c'est là où en fait on se rend compte que les personnes vont être entassées comme du bétail. C'est vraiment extrêmement bien décrit, ça fait passer des émotions d'une manière très brute en fait, très forte. L'auteur n'essaie pas d'en faire des caisses non plus, il utilise des mots justes, des mots précis pour décrire en fait tel que c'est, et sans mettre de pathos ou sans mettre d'éléments pour nous forcer en fait à nous tirer les larmes. C'est d'autant plus choquant de le voir écrit de cette manière-là, d'une manière assez objective finalement. Ils ne peuvent rien faire en fait. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a quasiment pas d'espoir. Et ça déshumanise aussi les personnes qui sont là. Et en même temps, il y a un petit regain d'espoir à certains moments. Les personnes se mettent à chanter ensemble, à essayer de se souder, de se retrouver, de survivre tout simplement, de ne pas oublier qui ils sont, qu'ils sont humains. C'était vraiment une super chouette lecture que je vous recommande. Je vais lire du coup la suite assez rapidement pour éviter d'oublier ce qui s'est passé. Donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes déjà. Voilà, vraiment super chouette, que vous soyez adulte ou que même pour les adolescents, préadolescents, je pense que c'est un livre qui peut se lire par tous, même si c'est un roman qui est plutôt classé jeunesse. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait de magnifiques illustrations à l'intérieur qui permettaient un petit peu plus de se représenter les scènes, d'être un peu plus immergé dans l'histoire. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et moi je trouve que ça rajoute quelque chose à l'histoire, et je pense que pour les plus jeunes ça peut permettre aussi un petit peu de plus être dans l'histoire, de mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Avant-dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Moon Brothers de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Je ne découvre pas du tout Sarah Crossan puisque c'est mon 3e livre déjà d'elle. C'est comme d'habitude un roman qui est en vers libre, donc vraiment super intéressant. Moi j'adore toujours, il y a ce côté très lyrique en fait, très poétique, tout en restant dans quelque chose qui est assez terre à terre, hein. C'est pas du tout métaphorique dans le sens où on pourrait imaginer la poésie où il y a plein de figures de style et de choses qui sont complexes. Là c'est vraiment un roman, mais qui
nous évoque beaucoup d'images, qui est beaucoup dans l'émotion, plus que si c'était un simple texte en prose. On va suivre Joe, un jeune garçon qui a 17 ans, qui habite à New York. Il va traverser tous les États-Unis pour rejoindre son frère Ed, qui est en prison. Ça fait pas mal d'années qu'il ne l'a pas vu, tout simplement parce que c'est très compliqué dans sa famille, que sa mère a complètement abandonné Ed, et lui par la même occasion, sa sœur aussi, Angela. Voilà, ils sont retrouvés vraiment tout seuls. Il y a sa tante Karen qui a essayé d'être un peu là pour eux, mais la situation est quand même très compliquée. Et donc là, il vient d'apprendre, Joe, que son frère va bientôt être tué. Joe a très peu de souvenirs d'Ed, en tout cas il a des souvenirs très positifs de lui. C'était un garçon qui était assez nonchalant, qui s'en fichait un petit peu de sa vie, qui travaillait pas bien à l'école, qui se laissait vivre en fait, qui était plutôt le genre de personne, on dirait, c'est un petit rigolo, il fait rien de sa vie, mais voilà, il est quand même content d'être là, il est content de vivre. On sait pas trop au début pourquoi Ed est en prison. Joe ne sait pas vraiment non plus. Il hésite longuement à voir Ed. C'est vraiment toute cette tension en fait, cette réflexion, ces difficultés en fait qu'il peut y avoir lorsque on se retrouve dans la peau de Joe, à se dire notre frère, on le connaît, on sait que c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui n'aurait jamais fait de mal en fait à personne. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un? Est-ce que c'est pas le cas? On n'a pas envie de voir quelqu'un qu'on aime comme un meurtrier. Est-ce que c'est possible en fait même d'occulter en fait tout ce qui s'est passé dans notre jeunesse, dans la jeunesse de Joe, pour remplacer par ce nouvel Ed, cette nouvelle personne? Comment faire en fait pour se retrouver face à cette personne, cette nouvelle personne qui a une sorte de nouvelle identité, mais pas vraiment, c'est la personne telle qu'on la connaissait mais complètement changée aussi. Bref, c'est pas mal de questions en fait qui se bousculent, qui nous interrogent nous aussi par rapport à notre manière de voir les gens qui ont potentiellement commis des crimes, et de se redire que effectivement il y a des gens qui peut-être ont commis des crimes, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pertinent de mettre fin à la vie de ces gens-là? Ça montre aussi les difficultés de ce que c'est quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de pouvoir, quand on a une famille qui est explosée comme ça. C'est l'espoir qui est là et qui nous fait tenir. C'est la décision de la peine de mort qui va peut-être être annulée au dernier moment. Et tout ça en fait qui nous met aussi dans une sorte de tension, de questionnement jusqu'à la fin du roman. Est-ce que finalement ce garçon va réussir à être disculpé? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ou pas? Dans un système judiciaire qui est vraiment injuste, parce que on apprend en plus certaines choses sur Ed que je tairai là parce que sinon ça risque de spoiler, mais d'autant plus que c'est tiré d'une histoire plus ou moins réelle. L'autrice a dit qu'elle s'était vraiment inspirée de certains documentaires. Comme d'habitude, Sarah Crossan écrit des romans qui sont extrêmement poétiques, qui nous embarquent complètement, qui nous touchent, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Pour ce dernier roman, il s'agit d'un livre sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard, mais il m'a beaucoup intriguée parce qu'il a gagné 5 prix littéraires. Il s'agit de Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. C'est un roman du coup, comme je vous disais, sur lequel je suis tombée totalement par hasard, que j'ai découvert en livre audio et qui m'a beaucoup plu. On va suivre un homme donc, qui s'appelle Mathieu Palin. En fait c'est lui-même, donc c'est une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire, c'est pas vraiment une biographie, c'est pas non plus une autobiographie. En fait Mathieu Palin s'est intéressé de près à Toumani Coulibaly, qui est un athlète de haut niveau quand même, qui est du coup un coureur. Et il s'est intéressé à lui parce que il a fait de la prison
et que c'est un homme du coup qui avait une grande carrière devant lui si il avait été beaucoup plus impliqué voilà, dans le côté sportif et qu'il avait mis de côté les vols, les cambriolages, tout ça, il aurait pu faire une grande carrière, mais malheureusement voilà, les choses font qu'il a fait quand même pas mal d'années de prison et donc ça a cassé sa carrière. La grande question quand même de l'auteur, c'est pourquoi est-ce qu'il en est là. Voilà, il s'est vraiment intéressé à Toumani Coulibaly. Il est allé en prison lui poser des questions en tant que journaliste. Il a réussi vraiment à retracer complètement toute sa vie. Et donc on découvre cette personne. Et tout au long du récit, en fait, j'ai vu mon avis changer sur cette personne et passer plutôt au début de ouais, en fait c'est quelqu'un qui vole, tout ça, qui fait des choses pas bien entre guillemets, a un avis beaucoup plus nuancé et ça permet d'avoir une autre vision, je pense, des personnes qui se retrouvent en prison, d'éviter de dire que tous ceux qui sont en prison c'est des pourris. Il retrace l'enfance de Toumani Coulibaly, comment il en est arrivé à commencer à faire de l'athlétisme, comment il a été repéré, les débuts, etc. C'est un garçon qui, quand il était plus jeune, a en fait une sorte de talent. Il avait des prédispositions à courir vite et à courir longtemps. Et donc voilà, on l'a repéré, il est rentré dans un petit club, il a commencé à faire des compétitions, il fallait de l'argent pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir prendre des hôtels, etc. Et donc en même temps, il volait à côté pour essayer de récupérer de l'argent, ou il participait à des choses, des magouilles pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Il y a le côté habitude, c'est quelque chose qu'il fait depuis qu'il est tout jeune. Et donc il revient un petit peu à ce qu'il connaît déjà. Il n'arrive pas à dire non aux gens qui lui demandent. C'est une personne, on se rend compte, qui est très ouverte, très amicale, très avenante. C'est pas le portrait d'une personne à laquelle on s'attend quand on pense à quelqu'un qui fait de la prison. Je vais pas rentrer plus dans le détail de ce qui se dit. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de le lire. C'est très intéressant, c'est très instructif. Et moi ça m'a beaucoup plu, donc voilà, je pense qu'il mérite les différents prix qu'il a reçus. Voilà, j'en ai fini pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si certains de ces titres vous font envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez fait des bonnes découvertes ce mois-ci, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!